On voit passer un train, une masse de métal absolument colossale. Et on se demande finalement assez rarement comment tout ça peut bien bouger. Pourtant, c'est un voyage de l'énergie qui est fascinant. On va suivre ce parcours ensemble, littéralement, du fil électrique jusqu'à la roue. Alors voilà, la grande question. On a ce train, des milliers de tonnes, et juste au-dessus, un simple fil. Comment est-ce que toute la puissance nécessaire peut venir de ce petit câble qui a l'air si fragile? C'est un peu le mystère qu'on va percer aujourd'hui. Pour piger le truc, il faut d'abord parler de ce que les experts appellent la chaîne de traction. C'est un nom un peu technique, mais en gros, c'est l'ensemble du système, une sorte de cascade d'étapes qui va prendre de l'électricité et la transformer en pur mouvement. Ok, alors voilà le plan de match, notre feuille de route si on veut. Tout part de la caténaire. Là-haut, c'est la source de courant. Le pantographe, lui, va la cueillir. Ensuite, direction le moteur de traction qui transforme tout ça en force. Cette force passe par la transmission et hop, jusqu'aux roues qui, elles, vont mordre le rail et faire avancer la bête. C'est ce chemin qu'on va décortiquer, étape par étape. Allez, on se lance. On commence par le tout début, le moment crucial. Comment on attrape cette électricité brute qui est suspendue juste là, au-dessus du train. Le personnage principal de cette première étape, c'est lui, le pantographe. Faut vraiment l'imaginer comme le bras du train, un bras articulé qui se lève pour aller toucher le fil. Sa seule et unique mission, c'est de garder un contact absolument parfait avec cette ligne électrique, tout le temps, quelle que soit la vitesse, qu'il pleuve ou qu'il vente. Mais attention, un pantographe n'est pas juste un pantographe, ils ne sont pas tous pareils. Quand on est sur du courant continu, à 1500 volts, l'intensité, l'ampérage est énorme. Du coup, il faut un design spécial avec 2 palettes, ce qu'on appelle bipalettes, pour mieux répartir le courant et surtout pour ne pas tout faire fondre. Par contre, avec le courant monophasé à 25 000 volts, eh bien l'intensité est bien plus faible. Donc, un design plus simple, une seule palette, ça suffit. C'est vraiment un super exemple d'ingénierie qui s'adapte pile poil aux besoins. Bon, l'électricité est captée. Et maintenant, on plonge dans le cœur de la machine. C'est ici que cette électricité va être transformée en force brute. La force nécessaire pour faire bouger des centaines de tonnes. Et le secret, la magie derrière tout ça, ça a un nom. La force de Laplace. C'est une loi fondamentale de l'électromagnétisme. En simple, ça veut dire que si on fait passer un courant électrique dans un champ magnétique, eh bien ça crée une force. Et c'est cette force qui va faire tourner la partie mobile du moteur. C'est ça, le cœur du réacteur, le secret du mouvement. Mais attention, cette force de rotation du moteur ne file pas directement aux roues, ce serait trop simple. D'abord, elle passe par des engrenages, pour être, disons, démultipliée. Ensuite, elle est transmise au bogie. Le bogie, c'est ce chariot à roues sous chaque voiture. C'est vraiment la pièce maîtresse. Il porte le train, il entraîne les roues, et c'est aussi lui qui permet de négocier les virages. Un vrai couteau suisse. Voilà, on a créé du mouvement. Le train avance. On pourrait se dire que c'est gagné ? Eh bien, pas du tout. Mettre en mouvement, c'est presque la partie facile. Le gros défi, surtout à haute vitesse, c'est de rester stable. Et là, c'est une véritable bataille qui s'engage, une bataille contre les lois de la physique. Parce qu'à haute vitesse, le train doit faire face à des ennemis redoutables. On pourrait les appeler les 4 cavaliers de l'instabilité. Ce sont des mouvements parasites, des vibrations, que les ingénieurs traquent et combattent sans relâche. La sécurité et même le confort du voyage en dépendent. Le premier cavalier, et franchement le plus dangereux, c'est le lacet. Il faut s'imaginer un bogie qui se met à onduler sur la voie comme un serpent. C'est extrêmement dangereux. Si on ne le contrôle pas, ça peut finir en contact très violent avec le rail, et au pire, le déraillement. La solution ? Des amortisseurs anti-lacet, placés à l'horizontale, qui agissent un peu comme des muscles pour calmer et absorber ce mouvement. Le deuxième, c'est le roulis. Là, c'est le balancement de gauche à droite, un peu comme sur un bateau. On le sent particulièrement dans les virages. C'est la fameuse force centrifuge qui essaie de nous éjecter. Pour contrer ça, on a des amortisseurs anti-roulis et des ressorts bien spécifiques qui vont maintenir la caisse du train bien droite et rendre le voyage agréable. Troisième cavalier, le galop. Comme son nom l'indique, c'est un mouvement vertical, de haut en bas. Ça donne l'impression que le train rebondit sur la voie, ce qui est tout sauf confortable. Pour calmer ce cheval fou, on installe des amortisseurs anti-galop. Leur boulot, c'est d'absorber ces soubresauts et de garder le train bien plaqué au sol. Et enfin, le quatrième, le cabrage. C'est un mouvement de bascule d'avant en arrière, un peu comme une balançoire. On l'a tous déjà senti dans une voiture. Quand on accélère fort, le nez se lève. Quand on freine sec, le nez plonge. C'est pareil pour un train.
Pour lutter contre ça, l'astuce des ingénieurs, c'est de placer les barres qui tirent le train le plus bas possible. Ça réduit l'effet de levier et donc le cabrage. Ok, donc on a de la force et on a de la stabilité au niveau de la motrice. Mais un train, ce n'est pas juste une locomotive. Comment est-ce qu'on fait pour transmettre cette force à toute la rame pour tirer des dizaines de voitures derrière? Pour ça, il y a 2 pièces maîtresses entre chaque voiture. D'un côté, les tampons. Ce sont ces gros cylindres qui se touchent. Leur rôle, c'est d'amortir les chocs, par exemple quand on accroche les wagons, et ils transmettent aussi la force quand le train est poussé. De l'autre côté, il y a l'attelage. Lui, c'est le crochet, le lien solide qui tire tout le monde. Donc pour résumer, l'un pousse et amortit, l'autre tire. C'est ce duo qui permet de transmettre la force de manière fluide sur des centaines de mètres. Et voilà, la boucle est bouclée. On part d'un simple fil électrique, l'énergie est capturée, elle est convertie en force pure, cette force est domptée pour que tout reste stable, et finalement, elle est transmise pour tirer une masse colossale. Quand on y pense, c'est une sacrée prouesse d'ingénierie. Tout ce chemin parcouru entre le fil et la roue. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une question pour le futur. On cherche toujours à aller plus vite, c'est dans la nature humaine. Alors que les trains vont repousser encore et encore les limites de la vitesse, quels nouveaux phénomènes, quels nouveaux cavaliers de l'instabilité vont bien pouvoir surgir? Quels seront les prochains défis à relever pour les ingénieurs? L'histoire n'est certainement pas terminée.